Paris, rive gauche. À quelques pas du boulevard Saint-Germain, dans une rue discrète où les touristes ralentissent instinctivement le pas, une façade noire attire tous les regards. Le 5 bis, rue de Verneuil, n'est pas une maison comme les autres. Elle est devenue un symbole, un repère, un sanctuaire. C'est ici qu'a vécu, écrit, aimé, provoqué et consumé sa vie Serge Gainsbourg. Pendant des décennies, cette demeure était restée figée dans le temps, comme si l'artiste venait simplement de quitter la pièce pour acheter des gitanes au coin de la rue. Les murs extérieurs, couverts de graffitis, sont devenus une fresque vivante. Des déclarations d'amour, des citations de chansons, des portraits improvisés s'y superposent. La maison respire encore l'ombre du créateur de la javanaise et de « Je t'aime, moi non plus ». Mais derrière cette image romantique se cache une réalité beaucoup plus brutale. Car, selon plusieurs sources concordantes, la maison a récemment frôlé la disparition. Endettement, pression fiscale, complications juridiques, un enchaînement de facteurs aurait pu entraîner la vente du bien, voire sa transformation radicale. La première difficulté tient à une ambiguïté fondamentale. La maison Gainsbourg est un bien privé chargé d'une valeur publique. Après la mort de l'artiste, en 1991, la propriété revient principalement à sa fille, Charlotte Gainsbourg. Longtemps, elle refuse d'y toucher. « C'était trop douloureux », confiera-t-elle plus tard dans plusieurs entretiens. Cette décision émotionnelle a eu une conséquence directe. Le lieu est resté fermé au public pendant plus de 30 ans. Pas de musée, pas de billetterie, pas de revenus, seulement des coûts. Or, posséder une maison de cette taille, dans le 7e arrondissement de Paris, représente une charge financière considérable. Taxes foncières élevées, entretien structurel d'un bâtiment ancien, surveillance permanente pour éviter dégradation ou intrusion. À cela s'ajoutent les assurances spécifiques liées à la présence d'objets d'art et de pièces de collection d'une valeur exceptionnelle. Car l'intérieur du 5 bis est un véritable trésor. Tableaux de Dali, sculptures, manuscrits originaux, objets rares accumulés au fil des décennies. Chaque pièce constitue un patrimoine culturel inestimable, mais aussi une responsabilité légale et financière. Selon des experts en gestion patrimoniale interrogés pour cette enquête, le maintien d'une telle propriété, sans exploitation commerciale, peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros sur une période de quelques années. À cela s'ajoute un autre facteur, la fiscalité successorale française. Bien que les droits aient été réglés après le décès de Gainsbourg, la valorisation constante du quartier a mécaniquement augmenté la valeur estimée du bien. Et plus la valeur grimpe, plus certaines obligations fiscales deviennent lourdes. Dans un contexte économique incertain marqué par l'inflation et la hausse des coûts énergétiques, même une famille aisée peut ressentir la pression. Charlotte Gainsbourg mène sa propre carrière internationale entre cinéma et musique, mais cela ne signifie pas que la gestion d'un tel héritage soit simple ou indolore. Il faut comprendre un élément central. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés est l'un des plus chers d'Europe. Un bien immobilier de cette taille, dans cette rue, représente une valeur marchande vertigineuse. Plusieurs promoteurs immobiliers, selon nos informations, auraient manifesté un intérêt discret mais réel pour la propriété au fil des années. Une rénovation complète aurait pu transformer le lieu en résidence de luxe estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Sans protection officielle en tant que monument historique, la maison restait théoriquement vulnérable à une vente privée. Certes, la façade aurait probablement été conservée sous pression médiatique, mais l'intérieur, ce cœur figé de la création gainsbourgienne, aurait pu être entièrement transformé. Outre les pressions financières, la maison a été indirectement affectée par des litiges liés aux droits d'auteur de Gainsbourg. La gestion du catalogue musical d'un artiste de cette envergure implique négociation, arbitrage et parfois contentieux. Chaque procédure entraîne des frais d'avocat, des expertises, des audits. Et lorsque ces frais s'additionnent, ils pèsent sur l'ensemble du patrimoine familial. Certaines sources proches du dossier évoquent une période critique durant laquelle l'idée d'hypothéquer la maison aurait été envisagée comme solution transitoire. Une hypothèque qui, si elle avait été activée, aurait ouvert la voie à une possible saisie en cas de défaut de paiement. Ce scénario, bien que jamais confirmé officiellement, illustre la fragilité d'un patrimoine même mythique. Lorsque les premières rumeurs d'une possible vente ont filtré, la réaction du public ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont exprimé l'inquiétude. Des artistes ont rappelé l'importance historique du lieu. Car la maison Gainsbourg n'est pas seulement un domicile. Elle est un symbole de la culture française contemporaine. Elle représente une époque où la chanson française flirtait avec la poésie, la provocation et l'avant-garde. Le paradoxe est frappant. L'homme qui chantait l'excès et la transgression laissait derrière lui un héritage devenu prisonnier des réalités administratives. Pour Charlotte Gainsbourg, la maison était avant tout un lieu intime. Elle y a grandi. Chaque objet raconte une histoire personnelle autant qu'artistique. Transformer cet espace en musée signifiait accepter de partager une mémoire privée avec le monde entier.
Mais ne rien faire signifiait courir le risque de perdre le lieu. Ce dilemme a duré des années. Ce n'est que récemment qu'une décision stratégique a été prise. Ouvrir la maison au public afin de lui donner une viabilité économique. Ce choix n'était pas uniquement culturel, il était aussi pragmatique. Créer un musée permettrait de générer des revenus, de bénéficier de soutien institutionnel et de renforcer la protection juridique du site. Mais avant que ce projet n'aboutisse, la maison a réellement vacillé. L'affaire révèle une réalité plus large. En France, de nombreux lieux liés à des artistes du XXe siècle ne bénéficient pas automatiquement d'une protection patrimoniale. Contrairement aux châteaux ou aux bâtiments du XIXe siècle, les maisons d'artistes modernes restent souvent dans une zone grise. La survie du 5 bis rue de Verneuil dépendait donc moins de la légende que de décisions administratives et financières concrètes. Aujourd'hui, la maison est toujours debout, mais son histoire récente montre combien la frontière est mince entre mythe et disparition. Le 5 bis rue de Verneuil aurait pu devenir un appartement de standing anonyme. Il aurait pu perdre son âme derrière des murs fraîchement repeints. Au lieu de cela, il demeure un témoin silencieux de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Mais cette survie n'a rien d'un miracle. Elle est le résultat d'une lutte discrète contre les chiffres, les dettes et les délais juridiques. Au-delà de la façade noire du 5 bis rue de Verneuil, c'est une autre bataille qui s'est jouée, plus discrète, plus technique, mais tout aussi décisive, celle de l'héritage. Lorsque Serge Gainsbourg s'éteint en 1991, il laisse derrière lui une œuvre monumentale mais aussi un patrimoine complexe, morcelé entre droits d'auteur, contrats d'édition, catalogues musicaux, œuvres d'art et biens immobiliers. 30 ans plus tard, cette richesse culturelle s'est transformée en champ de mine juridique. On parle souvent de l'héritage d'un artiste comme d'un trésor. Dans la réalité, c'est une architecture administrative fragile. Les chansons de Gainsbourg, diffusées, reprises, adaptées, samplées, génèrent des revenus constants. Mais ces revenus sont encadrés par des contrats parfois anciens, renégociés au fil du temps et soumis à des règles fiscales évolutives. Les droits d'auteur en France sont protecteurs, mais ils exigent une gestion rigoureuse. Chaque diffusion, chaque synchronisation publicitaire, chaque réédition internationale nécessite validation et suivi. Or, les frais liés à cette gestion sont considérables. Cabinets d'avocats spécialisés, experts comptables, audits réguliers. Des sources proches du dossier évoquent plusieurs contentieux liés à l'exploitation non autorisée de certaines œuvres dans les années 2000. Chaque procédure, même gagnée, représente des mois de travail et des honoraires substantiels. Pour Charlotte Gainsbourg, l'héritage n'est pas seulement financier. Il est émotionnel. Longtemps, elle a décrit la maison comme un mausolée intime. Mais au fil des années, la pression économique s'est intensifiée. Car la maison n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste. Le catalogue musical doit être protégé, valorisé, parfois restauré. Les bandes originales nécessitent une conservation technique. Les œuvres d'art doivent être assurées à leur juste valeur. Et plus la cote de Serge Gainsbourg augmente sur le marché culturel, plus les enjeux financiers s'élèvent. En France, la fiscalité patrimoniale peut se révéler redoutable pour les héritiers d'artistes célèbres. La valorisation d'un catalogue musical ou d'un bien immobilier dans un quartier prestigieux entraîne des réévaluations fiscales. Un expert interrogé dans le cadre de cette enquête explique « Le problème n'est pas l'absence de revenus, c'est l'écart entre la valeur théorique du patrimoine et la liquidité disponible. On peut posséder un bien estimé à plusieurs millions d'euros sans disposer de la trésorerie nécessaire pour faire face à certaines obligations. C'est précisément ce décalage qui aurait placé la maison dans une zone de vulnérabilité. Selon plusieurs sources concordantes, une période critique aurait été atteinte au moment où certains frais juridiques liés à la gestion des droits se sont cumulés avec des charges immobilières élevées. L'idée d'une hypothèque sur le 5 bis aurait été évoquée comme solution transitoire. Une hypothèque n'implique pas automatiquement la perte du bien, mais elle ouvre la porte à un risque. En cas de défaut de remboursement, la saisie devient possible. Dans un quartier où le prix du mètre carré dépasse largement les standards nationaux, la tentation d'une vente rapide aurait pu séduire certains acteurs financiers. La gestion d'un héritage aussi emblématique attire inévitablement les regards. Chaque décision devient matière à spéculation. Les médias ont parfois amplifié des divergences internes supposées entre ayants droit. Même lorsque ces tensions restent marginales, elles compliquent la prise de décision stratégique. Vendre une partie du patrimoine, ouvrir la maison, céder des droits à un partenaire international. Chaque option implique des conséquences fiscales et juridiques à long terme. Le catalogue Gainsbourg est une mine d'or culturelle, ses chansons continuant d'être diffusées mondialement. Mais la transition numérique a bouleversé le modèle économique de l'industrie musicale. Les revenus du streaming, bien que constants, ne compensent pas toujours les revenus historiques des ventes physiques. La gestion moderne d'un catalogue nécessite une stratégie globale. Placements éditoriaux, collaboration, restauration d'archives. Ces investissements sont nécessaires pour maintenir la valeur du patrimoine, mais ils ont un coût immédiat.
Dans ce contexte, la maison de la rue de Verneuil est devenue, malgré elle, une variable d'ajustement potentiel, non par manque d'attachement, mais par nécessité économique. Un expert immobilier résume: quand un patrimoine comprend un bien immobilier d'exception, il devient souvent la solution la plus simple pour dégager des liquidités. C'est cette logique froide qui a failli l'emporter sur la dimension symbolique. Chaque année d'inaction augmentait les charges. Chaque procédure juridique retardait les décisions stratégiques. Le risque n'était pas immédiat, mais progressif. Ce qui rend la situation particulièrement inquiétante, c'est qu'elle ne reposait pas sur un scandale spectaculaire, mais sur une lente érosion financière. C'est dans ce contexte tendu qu'a émergé l'idée de transformer la maison en musée. Non plus comme simple hommage, mais comme outil économique structurant. Ouvrir la maison signifiait générer des revenus réguliers, obtenir des soutiens institutionnels, renforcer la protection patrimoniale. Mais ce choix impliquait aussi de lourds investissements initiaux, mise aux normes, scénographie, sécurité, conservation préventive. Un pari risqué. Histoire Gainsbourg révèle une vérité rarement évoquée. La gloire artistique n'immunise pas contre les réalités financières. La maison du 5 bis n'a pas failli disparaître à cause d'un scandale, mais sous le poids combiné des dettes, des frais juridiques et de la fiscalité. Elle était menacée non par l'oubli, mais par les chiffres. Et si elle tient encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'une décision stratégique majeure allait bientôt être prise. Une décision qui transformera un lieu privé en patrimoine partagé. Lorsque les premières rumeurs d'une possible vente du 5 bis rue de Verneuil ont commencé à circuler dans les cercles culturels parisiens, l'information n'a d'abord suscité qu'un murmure inquiet. Puis, en quelques semaines, ce murmure est devenu une onde de choc. Car au-delà des chiffres et des dossiers juridiques, la maison de Serge Gainsbourg est devenue, au fil des décennies, un symbole national. Il suffit de passer devant la maison pour comprendre l'ampleur de son importance. Les murs extérieurs, recouverts de messages, ne sont pas une dégradation, ils sont une archive vivante. Chaque graffiti est une déclaration d'amour, un hommage spontané, une trace du passage d'un admirateur venu parfois de l'autre bout du monde. Contrairement aux monuments officiels, protégés par des plaques et des arrêtés ministériels, la maison Gainsbourg s'est imposée d'elle-même dans l'imaginaire collectif. Elle n'a pas été décrétée patrimoine, elle l'est devenue. Lorsque plusieurs médias spécialisés ont évoqué les difficultés financières entourant la propriété, l'information a rapidement dépassé le cercle des initiés. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des artistes, musiciens, écrivains ont publiquement exprimé leur inquiétude. Des tribunes ont été publiées dans la presse culturelle. Certaines comparèrent la situation à celle de maisons d'artistes à l'étranger, transformées en musées emblématiques, comme celle de Bob Dylan aux États-Unis ou d'Elvis Presley à Memphis. La question posée était simple: comment la France pouvait-elle risquer de perdre l'un des lieux les plus symboliques de sa création contemporaine? Face à l'émotion croissante, les institutions culturelles ont été interpellées. Le ministère de la Culture, la mairie de Paris, des élus locaux ont été questionnés sur l'absence de classement patrimonial du site. La réponse était complexe, la maison étant restée un bien privé, toute intervention publique nécessitait l'accord des propriétaires. Mais la mobilisation a créé un climat nouveau. Il ne s'agissait plus seulement d'une affaire familiale ou financière. Le 5 bis rue de Verneuil devenait un enjeu collectif. Pour Charlotte Gainsbourg, la pression médiatique a représenté un tournant. Longtemps, elle avait protégé l'intimité du lieu. La maison était restée fermée, presque sacrée, mais l'ampleur de l'émotion publique a révélé une réalité. La maison n'appartenait plus uniquement à la sphère privée. Elle appartenait à l'histoire culturelle. Dans plusieurs interviews, Charlotte Gainsbourg a évoqué la difficulté de transformer un lieu intime en espace public. Mais elle a aussi reconnu la nécessité d'assurer sa pérennité. La mobilisation n'était pas une intrusion, elle devenait un soutien. Des figures du monde culturel ont pris position. Musiciens, réalisateurs, écrivains ont rappelé l'influence déterminante de Gainsbourg sur la création française et internationale. Certains ont souligné que la disparition du lieu constituerait un signal inquiétant pour la protection du patrimoine artistique contemporain. Car si la maison de Gainsbourg pouvait disparaître, qu'en serait-il d'autres lieux emblématiques encore non protégés? Une pétition en ligne a recueilli des milliers de signatures en quelques jours. Elle ne disposait pas de valeur juridique contraignante, mais elle envoyait un message clair. L'opinion publique surveillait le dossier. La mobilisation ne se limitait pas à la nostalgie. Elle posait une question politique. Quelle place la France accorde-t-elle à son patrimoine culturel du XXe siècle? Selon des sources proches du marché immobilier parisien, la médiatisation de l'affaire aurait refroidi certains investisseurs potentiels. L'exposition médiatique rendait toute transaction délicate. Acheter la maison aurait signifié affronter un tollé public. Dans un quartier où la discrétion est souvent la règle, une polémique culturelle n'est jamais un bon calcul. C'est dans ce climat de mobilisation que l'idée d'un musée a pris une dimension concrète.
Ouvrir la maison au public ne serait plus seulement un hommage, mais une réponse stratégique à la menace. La création d'un espace muséal permettrait de sécuriser juridiquement le lieu, de justifier des soutiens publics et de générer des revenus. Mais le projet nécessitait des investissements importants, mise aux normes de sécurité, conservation des œuvres, gestion des flux de visiteurs. La mobilisation culturelle a donc joué un rôle clé. Elle a rendu politiquement et symboliquement impossible la disparition silencieuse de la maison. Il serait exagéré de parler de sauvetage héroïque. La maison n'a jamais été officiellement mise aux enchères, mais elle a traversé une zone de vulnérabilité réelle. Sans la pression médiatique et la mobilisation culturelle, une décision purement financière aurait pu s'imposer. La culture a fait barrage à la logique comptable. Serge Gainsbourg incarne une époque de liberté créative, de provocation assumée, d'audace artistique. Sa maison est le reflet de cette intensité. La mobilisation autour du 5 bis rue de Verneuil dépasse donc la simple conservation d'un bâtiment. Elle traduit la volonté de préserver une mémoire collective. Et dans cette bataille silencieuse entre patrimoine et marché, la société civile a montré qu'elle ne souhaitait pas effacer ses icônes. Après des mois de rumeurs, de tensions financières et de mobilisation culturelle, une décision stratégique s'est imposée comme une évidence. Pour survivre, la maison du 5 bis rue de Verneuil devait se transformer. Non pas être vendue, non pas être modernisée au point d'en perdre l'âme, mais devenir un musée. Ce choix marque un tournant historique. Car ouvrir au public l'espace le plus intime de Serge Gainsbourg revenait à franchir une frontière émotionnelle que la famille avait longtemps refusé de traverser. Depuis 1991, la maison était restée pratiquement intacte. Les objets n'avaient pas bougé. Les cendriers étaient encore pleins. Les livres restaient ouverts à la page laissée par leur lecteur. Ce figement n'était pas un effet scénographique, il était réel. Pour Charlotte Gainsbourg, cette immobilité constituait une manière de préserver la présence de son père. La maison était un mausolée vivant, imprégné d'odeurs, de souvenirs et de silence. Mais la conservation pure et simple n'était plus viable économiquement. Le pari du musée, transformer la maison en musée, représentait un risque majeur, car le défi était double. Préserver l'authenticité absolue du lieu, assurer sa viabilité financière sur le long terme. Contrairement à un musée traditionnel, la maison Gainsbourg ne pouvait pas être vidée et reconstruite selon des normes classiques. L'émotion résidait précisément dans son état d'origine. Les conservateurs ont donc travaillé avec une exigence extrême, stabiliser sans altérer, restaurer sans transformer. Chaque objet a été catalogué, chaque œuvre photographiée, expertisée, assurée. La création du musée n'a pas été un simple projet culturel, mais un montage financier sophistiqué. Des investissements lourds ont été nécessaires, mise aux normes de sécurité incendie, installation de systèmes de contrôle climatique pour préserver les œuvres, dispositifs de gestion des flux de visiteurs. Ces travaux ont représenté des coûts considérables. Plusieurs experts estiment qu'un projet de cette ampleur dans un bâtiment ancien parisien peut atteindre plusieurs millions d'euros. Pour une famille privée, la charge était importante. Le modèle économique devait donc être solide. Billetterie, boutique, événements culturels, expositions temporaires. La maison n'était plus seulement un héritage affectif. Elle devenait une entreprise culturelle. Créer un musée ne signifie pas seulement ouvrir des portes. Il faut raconter une histoire. Les équipes curatoriales ont choisi une approche immersive. Les visiteurs pénètrent dans l'intimité de Gainsbourg comme s'ils entraînent chez lui en son absence. Le piano est là. Les partitions manuscrites aussi, les sculptures et les œuvres d'art dialoguent encore avec les murs sombres. L'objectif n'est pas de mythifier, il est de contextualiser. Le jour de l'inauguration officielle a été chargé d'émotions. Devant la façade noire, autrefois silencieuse, une file d'attente s'est formée dès l'aube. Les premiers visiteurs ont pénétré dans un lieu longtemps fantasmé. La presse internationale était présente. La transformation d'un sanctuaire privé en musée public constituait un événement culturel majeur. Mais derrière les caméras, la vigilance restait de mise. Le succès d'ouverture ne garantissait pas la pérennité financière. Un musée dédié à un seul artiste repose sur un équilibre délicat. L'engouement initial peut s'essouffler. Les coûts fixes, eux, demeurent. Il faut renouveler l'intérêt, organiser des événements, maintenir une programmation vivante. La maison Gainsbourg a donc élargi son dispositif. Espace d'exposition annexe, librairie spécialisée, parcours sonore immersif. Chaque initiative vise à consolider la stabilité économique du lieu. La transformation en musée représente plus qu'une solution financière. Elle est une victoire symbolique contre la disparition. La maison aurait pu être vendue à un investisseur discret. Elle aurait pu devenir un appartement de luxe sans mémoire. Au lieu de cela, elle s'est ouverte au monde. Le passage du privé au public modifie profondément la nature d'un lieu. Ce qui était intime devient collectif. Ce qui était figé devient vivant. En franchissant cette étape, Charlotte Gainsbourg a accepté de partager l'héritage mais aussi d'en déléguer une partie.
La maison n'est plus seulement un souvenir familial, elle est un fragment du patrimoine culturel français. Pour autant, cette renaissance ne supprime pas totalement les fragilités. Les charges restent élevées. La gestion d'un tel espace exige une rigueur constante. La maison Gainsbourg est sauvée, mais elle doit désormais prouver sa solidité sur la durée. La maison du 5 bis rue de Verneuil est aujourd'hui debout. Éclairée le soir, elle attire toujours les regards, les visiteurs continuent d'y déposer des fleurs, d'y écrire des messages, d'y murmurer des paroles de chansons. Mais si elle tient encore, ce n'est pas par miracle. C'est parce qu'elle a traversé une zone de turbulence qui aurait pu l'effacer du paysage culturel français. L'affaire révèle une vérité dérangeante. Même les symboles nationaux ne sont pas à l'abri des réalités économiques. On imagine volontiers que le patrimoine culturel bénéficie d'une protection naturelle, qu'un lieu associé à Serge Gainsbourg serait intouchable. Un bien immobilier reste soumis aux lois du marché. Une succession reste encadrée par la fiscalité. Un catalogue musical reste dépendant d'une gestion rigoureuse. La maison Gainsbourg a frôlé la fragilité non pas à cause d'un scandale, mais à cause d'un déséquilibre progressif entre charges et ressources. Cette situation pose une question plus large. Combien d'autres lieux liés à des figures majeures de la culture française se trouvent aujourd'hui dans une situation comparable mais loin des projecteurs ? L'histoire du 5 bis pourrait devenir un précédent. Elle montre que la sauvegarde d'un patrimoine contemporain nécessite une anticipation stratégique. Attendre la crise pour agir expose à des risques majeurs. Si la mobilisation publique n'avait pas eu lieu, si la décision de transformer la maison en musée n'avait pas été prise à temps, le scénario aurait pu être très différent. Un promoteur aurait pu acquérir le bien. Une rénovation intérieure aurait effacé les traces originales. Le sanctuaire serait devenu un simple produit immobilier. Cette affaire interroge également le rôle de l'État. La France est réputée pour la protection de son patrimoine historique. Mais la mémoire artistique du XXe siècle reste parfois en marge des dispositifs classiques. Le cas Gainsbourg souligne la nécessité d'une réflexion plus large. Faut-il créer un statut spécifique pour les demeures d'artistes contemporains ? Le patrimoine culturel ne se limite pas aux cathédrales et aux châteaux. Il inclut aussi les lieux de création, les espaces où sont nées des œuvres majeures. Dans cette histoire, Charlotte Gainsbourg apparaît comme une figure centrale. Longtemps réticente à ouvrir la maison, elle a finalement accepté de transformer un espace intime en institution publique. Ce choix n'était pas seulement sentimental, il était stratégique. En ouvrant le lieu, elle a sécurisé son avenir économique. Elle a aussi consolidé son statut patrimonial. Mais cette décision a exigé courage et renoncement. Partager la mémoire, c'est accepter qu'elle ne vous appartienne plus entièrement. Aujourd'hui, la maison Gainsbourg fonctionne comme un musée vivant. Les visiteurs affluent. Les médias internationaux saluent l'initiative. Pourtant, la stabilité à long terme dépendra de plusieurs facteurs. Maintenir un niveau de fréquentation suffisant, renouveler l'offre culturelle, gérer avec rigueur les coûts fixes élevés, préserver l'authenticité sans céder à la commercialisation excessive. Le défi est permanent, rester fidèle à l'esprit de Gainsbourg tout en assurant la viabilité financière. Au fond, l'histoire de la maison Gainsbourg dépasse le cadre d'une adresse parisienne. Elle incarne le dilemme universel entre mémoire et marché. Dans une époque dominée par la rentabilité, préserver un lieu de création relève presque d'un acte de résistance. Serge Gainsbourg chantait l'ironie, la provocation, la liberté. Il défiait les conventions. Ironiquement, c'est la discipline administrative et la gestion financière qui ont assuré la survie de son sanctuaire. La maison ne disparaîtra pas demain, mais son histoire récente rappelle qu'aucun symbole n'est éternel sans vigilance. La survie du 5 bis rue de Verneuil est une victoire collective, celle d'une famille, d'une mobilisation culturelle, d'un choix stratégique audacieux. Car la mémoire artistique n'est pas une évidence, elle se protège, elle s'organise, elle se finance. Et si aujourd'hui les portes s'ouvrent sur l'univers de Serge Gainsbourg, c'est parce qu'au moment critique, la culture a refusé de céder face à la logique purement économique. La façade noire est toujours là. Les graffitis continuent de s'y accumuler, mais derrière chaque mythe sauvegardé, il y a des décisions difficiles, des risques assumés et une bataille silencieuse contre l'effacement. Et peut-être est-ce là la dernière leçon de cette affaire. Même les icônes ont besoin d'être protégées.